90.3. Quelle lecture faire du nouveau gouvernement de Diomaye Sonko 1? Recoupe-t-il les promesses de campagne de la coalition Diomaye Président? Quelle perspective du nouveau régime de mobiliser le secteur privé local, sans parler de l'emploi des jeunes et de l'agriculture au sens large? Pour parler de toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 7 avril 2024 Dr Cheikh Oumar Ba, socio-anthropologue, directeur exécutif de IPAR, président réseau des think tanks du Sénégal, et Seydou Bokoum, vice-président et directeur scientifique du laboratoire de recherche monétaire de l'université Cheikh Anta Diop, spécialiste en économie numérique et en monnaie numérique de la Banque centrale. L'Air du Temps de 10h à 11h sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. Dimanche 7 avril 2024, bienvenue à l'Air du Temps. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Le gouvernement Sonko 1 a été mis en place tout récemment, un gouvernement de 25 membres et de 5 secrétaires d'État. Cheikh Oumar, quelle lecture peut-on faire de ce gouvernement mis en place? Alors, merci beaucoup Alassane, merci aussi M. Bokoum. Je salue M. Bokoum. Je voudrais d'abord commencer par me réjouir de voir que le pays est sorti quand même de manière paisible dans cette élection qui a suscité beaucoup d'inquiétudes. Je voudrais juste résumer cela sous forme de 4 F. Pour moi, le premier, c'est juste le focus, en tout cas politique, du moins des citoyens, qui s'est traduit par effectivement la volonté de rester vigilant et vraiment d'attendre le moment J pour changer les choses. Ça, je crois que c'est à saluer. Le deuxième F, c'est vraiment ce que j'appelle la fermeté, qui en dit long sur la ténacité des porteurs du projet, porté aujourd'hui par le président Diomaye. Et le troisième, je dirais simplement que c'est plutôt le fair play aussi des candidats. Parce que tout de suite, ils ont reconnu, et je crois que ça montre le gentleman agreement qui existe au Sénégal. Mais le plus, je parlais de la force des institutions, ça c'est le quatrième F, la force des institutions républicaines, notamment le Conseil constitutionnel qui est resté debout. Je pense que ces éléments donnent déjà, rassurent en termes de vraiment de la direction que pourrait prendre le Sénégal. Deuxième élément, c'est on a quand même l'arrivée dans des plus jeunes, c'est le plus jeune président au Sénégal. À 44 ans, je pense que quand on a 75% de la population qui a moins de 35 ans, je crois que quand on a un président à 44 ans, je pense que c'est quelque chose qui reflète plus ou moins la majorité et certainement qui comprend mieux, qui est plus proche de certaines préoccupations des jeunes. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte l'expérience et l'expertise. Et je pense qu'ils en ont l'expertise. L'expérience viendra certainement dans la pratique. Et je pense que c'est heureux qu'on voit aujourd'hui le casting qu'ils ont fait pour mobiliser un gouvernement qui, de mon point de vue, reflète la diversité, reflète la qualité de l'expertise sénégalaise et surtout, en tout cas, intègre aussi bien l'expérience des hommes d'État et compte tenu de la question de la sécurité aujourd'hui, avoir 2 généraux dans ce gouvernement, pour moi, c'est rassurant du point de vue, en tout cas, orientation stratégique. Et enfin, c'est la question de la souveraineté. On sait que la thèse principale de porteur de ce changement était basée sur les questions de souveraineté, que ce soit monétaire, énergétique, alimentaire, vraiment, et par rapport aussi à redéfinir nos relations avec les autres. Je pense, de ce point de vue, nous avons une chance, je dirais une chance inédite. Il faut juste créer les conditions et donner le temps quand même, ne serait-ce que pour les 100 premiers jours. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont pressés à critiquer. On peut critiquer, mais je pense qu'il faut, à mon avis, ne pas se focaliser sur un débat qui détourne de l'essentiel. Il faut donner la chance de s'asseoir, de faire les orientations. Et à partir de ces orientations maintenant, au bout de 3 mois, commencer à regarder, à critiquer, à faire vraiment des propositions pour avancer. Seydou Bokoum, vu la formation du gouvernement, les profils, les pédigrés, comme on dit, de ce gouvernement, quelle lecture en fait? Okay. Merci Alassane pour l'invitation. Et bonjour M. Ba. Bonjour. Et voilà, bon, Alassane, moi, bon, je vais aborder ça d'une façon, comment dirais-je, mathématique. Allez-y. Et scientifique. C'est la 3e alternance. On a eu une alternance en 2000, on a eu une alternance en 2012, on a eu une alternance en 2024. Donc, on nous a appris que pour comprendre l'avenir, il faut regarder le passé. Donc,
Regardons ce qui s'est passé en 2000. Oui. Quelle était la première formation du gouvernement d'Abdoulaye Wade? On avait qui pour Premier ministre? Moustapha Niasse. On avait comme ministre de l'Intérieur qui? Mamadou Niang, général. Donc, on a déjà eu un général comme ministre de l'Intérieur en 2000. Il y a aussi le général Cissé. Non, après, Lamine Cissé. on a qui comme ministre de l'économie? Un banquier. Qui venait qui? De la Banque mondiale. Makhtar Diop. Makhtar Diop, absolument. Donc, c'est ce que Wade nous avait présenté. On nous parlait de gouvernement de technocrates. En 2012, on vient avec Macky Sall. Qui on a comme Premier ministre? Abdoul Mbaye, un banquier. On nous parlait de gouvernement aussi quoi? De technocrates. On avait qui comme ministre des Finances? Kane, un autre banquier. Amadou Kane, un technocrate. On avait qui encore? Pathé, le général Pathé, qui était ministre de l'Intérieur. Donc, on a encore pour la deuxième fois un ministre de l'Intérieur. On nous parle de gouvernement de quoi? Technocrate. On a encore un ministre des Finances qui est banquier. Un ministre de l'économie qui est banquier, Abdourahmane Sarr, un gars de la Banque mondiale. L'ancien des FMI. FMI, de la Banque mondiale. On a encore quoi pour le ministre de l'Agriculture? Un banquier. On a quoi pour le ministre de l'Intérieur? Un général. Un général. Est-ce que le pattern, comme disent les Américains, ne se répète pas? Donc, le même gouvernement qu'on a eu en 2000, c'est le même gouvernement qu'on a eu en 2012, c'est le même gouvernement qu'on a eu en 2024. Mais pour vous, l'importance, qu'est-ce qui a changé maintenant? elle est où? Voilà. Le changement se fait du temps. Donc la forme n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? La couleur. Le gouvernement de Wade était très politique. Il y avait les Ahmed Dansokho, les Bathily, les Savané. Donc, la coloration était politique. Le gouvernement de Macky Sall était politique aussi. Donc, la rupture, c'est quoi? On a un gouvernement qui n'est pas politique. Donc, la coloration n'est pas politique. Mais la forme reste la même. Donc, on ne peut pas parler de bon ou mauvais tant que le Premier ministre n'a pas encore fait sa déclaration de politique générale. Tout Sénégalais qui parle, il fait que de la spéculation. Tant que le Premier ministre n'a pas encore fait sa déclaration de politique générale, dire qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans un État où la loi des finances a été déjà votée. Et on est dans un budget programme. Donc l'État va suivre quoi? Le programme que M. Amadouba a laissé. Maintenant, est-ce que le Premier ministre, Ousmane Sonko, va faire une loi de finances rectificative pour voir ces orientations qu'ils ont, changer le budget? Ce sera dans sa déclaration de politique générale. Je pense qu'il faut être lucide et avoir, comment dirais-je, vraiment être scientifique dans l'analyse. Et se baser que sur des données. Il a été beaucoup question avec, pendant la campagne, la coalition Diomaye Sonko, surtout sur la question de souveraineté. Ils ont beaucoup parlé de la souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire. Ils ont nommé un banquier comme Mabouba Diagne à ce poste. Est-ce que vous pensez que le gouvernement aujourd'hui a les moyens de mettre en place cette souveraineté alimentaire? Oui, je pense que c'est important ce point. Effectivement, comme la souveraineté est le socle sur lequel repose l'orientation générale de ce gouvernement, c'est clair qu'avoir une personne, et je pense que je ne la connais pas personnellement, mais quand je vois sa trajectoire, je suis relativement rassuré par rapport à ses compétences. Parce que je pense que même si c'est un banquier, c'est quelqu'un qui a la main à la pâte, qui est un entrepreneur, qui travaille, qui a employé des jeunes. Je pense que de ce point de vue, ça rassure. Par contre, je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la majorité de l'agriculture sénégalaise est familiale. Comment faire pour la moderniser? Et là, je pense qu'il doit, au-delà de l'entrepreneuriat, qui est un mode ou un modèle qui n'est pas, à mon avis, reproductible à l'infini. Ce n'est pas un modèle qui, aujourd'hui, peut gérer l'ensemble de l'agriculture sénégalaise. Il va falloir qu'on parte des caractéristiques de l'agriculture familiale. Et à l'époque, nous, on avait fait une étude pour montrer les différentes caractéristiques. Vous avez près de 10% qui sont plus ou moins riches dans l'agriculture, qui sont des entrepreneurs très avancés. Et vous avez 70% qui restent un peu au milieu, qui
peuvent tomber soit dans l'extrême pauvreté, qui peuvent aussi, en tout cas, améliorer leurs conditions si on les appuie. Et vous avez aussi près de 20% qui étaient pratiquement, qui ont besoin plutôt de protection sociale, qui ne peuvent pas travailler l'agriculture pour, en tout cas, entreprendre. Et donc, de ce point de vue, quand vous regardez cette trajectoire, les politiques publiques ne peuvent pas être univoques, ne peuvent pas être les mêmes partout. On doit être capable aujourd'hui de mieux comprendre les caractéristiques de l'agriculture familiale au Sénégal, qui est majoritaire. On parlait de 95% des exploitations au Sénégal. Est-ce que là-bas, d'où l'intérêt de revoir le budget, de réorienter, et comme il a dit la loi de finances explicative, puisque le budget a été déjà voté, est-ce qu'il faut réorienter le budget du Sénégal? Et en ce moment, comment le pouvoir va faire à l'Assemblée nationale où il n'est pas majoritaire? Alors, moi je pense qu'il y a deux dimensions, parce que personne ne serait contre que le Sénégal avance. Par contre, moi je pense qu'il faut partir des acquis. Aujourd'hui, même le gouvernement précédent avait travaillé sur les questions de souveraineté alimentaire. Il y a un document qui existe. Et à un moment, nous-mêmes, on a eu la chance d'écrire même le compact avec le ministère de l'Agriculture, avec la BAD, qui prévoyait pratiquement 5 000 milliards pour investir dans l'agriculture. Et certains partenaires avaient été identifiés. Je pense qu'aujourd'hui, si vous avez des banquiers, vous avez des gens qui ont l'expertise et l'expérience. Il me semble, à côté d'une vision claire qui est quand même définie par les actuelles autorités, je pense que ça donne une chance. Le seul bémol que j'apporte, c'est de dire il faudrait qu'ils parlent avec des acteurs, comme par exemple le CNCR, qui sont des acteurs reconnus aujourd'hui, l'une des plateformes les plus représentatives du mouvement paysan sénégalais. Vous ne pouvez pas, et ça avait manqué dans le précédent gouvernement. Est-ce que vous imaginez pendant 12 ans que les organisations paysannes n'avaient jamais réussi à s'asseoir, en tout cas publiquement, officiellement avec le chef de l'État, alors que la loi d'orientation agro-silvopastorale de 2004 prévoyait chaque année ce qu'on appelle un conseil national agro-silvopastoral. Un peu comme ce qui se passe avec la magistrature, où c'est le président de la République qui regarde les doléances, qui prend des décisions. Et je pense que ça, c'est un outil que j'invite vraiment les nouvelles autorités à s'inspirer de cela et à avancer. Oui, sur ces questions bien précises, on a entendu le nouveau président Bassirou Diomaye Faye parler quelque part de neutraliser les intermédiaires. Au Sénégal, justement, la grosse question qui se pose, c'est où va l'argent de l'agriculture? Est-ce qu'il va directement aux agriculteurs ou bien il y a des intermédiaires qui sont là, qui attendent que l'argent tombe et qu'ils le ramassent et qui bloquent la paysannerie? Ok, le problème, moi je pense que le problème ne doit pas être vu sous cet angle. Je partage son avis quand il dit qu'on a besoin de 5 000 milliards pour relancer l'agriculture. Ce pays a besoin de 10 000 milliards. 2 fois le budget sénégalais. Est-ce que l'argent ira directement aux paysans? Ça dépendra du Comment gouvernement. gérer les intermédiaires qui captent les ressources? Tout dépendra du gouvernement. Tout dépendra du gouvernement. Le gouvernement peut tout. Parce qu'avec le digital, on peut directement donner l'argent aux paysans, sans intermédiaire. Donc, le problème est problème de modèle et de méthode. Si on va faire toujours la même méthode qu'on a eue depuis la première alternance, la deuxième alternance, mais les mêmes causes, on aura toujours les mêmes effets. Donc le problème c'est quoi? Quel modèle ils vont amener? Et j'espère qu'ils ne vont pas nous donner le modèle du FMI de la Banque mondiale qui dit qu'il faut balancer le budget. C'est-à-dire que si on essaie de balancer le budget, de combler le déficit, on ne va pas s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir. Puisque l'État appartient à tout. L'État n'est pas là pour faire des bénéfices. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Il ne faut pas combler le déficit. Il faut combler l'économie. Diviser, comment dirais-je, réorganiser le gap qui existe entre les qui sont extrêmement riches et les gens qui sont extrêmement pauvres. Créer ce qu'on appelle un middle class. Une classe moyenne, paysanne. Une classe moyenne paysanne. Parce qu'on entend dans les dénominations de l'un des secrétaires généraux, il y a ce qu'on appelle l'encadrement des paysans. Voilà. Mais tout ça peut se faire. Parce que tu sais, le modèle économique, il est très important. Dans le monde, il n'y a que 2 modèles. Le modèle basé sur le troc et le modèle basé sur la monnaie. Et moi, je trouve que ces 2 modèles-là sont dépassés. On doit trouver une troisième modèle, un modèle purement africain, purement sénégalais, qui est adapté à nos réalités. Mais si on laisse le FMI et la Banque mondiale toujours dicter comment on va y aller, ça ne va jamais marcher. Parce que depuis 60 ans, c'est ce que nous vivons.
Maintenant, moi, ce que j'attends toujours, la déclaration de politique générale du Premier ministre. Parce que c'est très important. Parce que tu sais une chose, il y a 3 choses qui doivent être claires. La vision, la mission et les valeurs. Ce sont les fondements. Maintenant, on va voir quelle est sa vision. Parce que si tu as la vision, la mission et les valeurs, maintenant on peut parler de la stratégie. Est-ce que le gouvernement aura une marge de manœuvre, compte tenu aujourd'hui de la situation économique du pays, où les denrées sont extrêmement chères, il y a une très forte attente des populations sur la baisse du coût de la vie. Il y a aussi aujourd'hui le Sénégal qui est pratiquement surendetté. Et le gouvernement aujourd'hui, dans un premier temps, dans la campagne, on n'a pas de souveraineté, mais on a vu le discours s'adoucir un peu par rapport aux partenaires extérieurs. C'est eux qui donnent l'argent. Oui, mais je pense que l'orientation me semble intéressante parce qu'au moins on parle de souveraineté. Être souverain, ça veut dire c'est d'abord, avant de dire que c'est eux qui donnent l'argent, il faut que toi tu définisses ta vision. Et il me semble quand même qu'il y a un travail qui a été fait. Je ne sais pas si vous avez vu le programme de Diomaye 2024. Je pense qu'il est quand même structuré, qu'il y a un document très structuré. Nous, on est en train de l'étudier, de faire des propositions. Mais le gros problème au Sénégal, il y a le dire et le faire. Oui, non, j'en viens dans sur ce le pays, faire. on est capable de théoriser tout, mais à l'action, il y a souvent des problèmes. J'en viens sur l'action. C'est-à-dire que pour l'instant, comme il a dit, tant qu'on n'a pas une déclaration de politique générale qui peut aussi aujourd'hui revoir, parce qu'il y a une chose, c'est l'intention. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'intention. La pratique, et tout le monde sait que nous avons un système. Parce que vous parlez, par exemple, de captage des ressources. Il y a beaucoup d'intermédiaires. On avait fait une étude en 2017 pour montrer que dans la traçabilité des subventions agricoles, que l'essentiel des subventions n'arrive pas aux destinataires finaux. C'était capté par des intermédiaires. Et ça, on l'avait documenté et ça avait fait un tollé à l'Assemblée nationale. Et souvent, ces intermédiaires ce sont des porteurs de voix aussi. J'en viens à cela. Quand on pense au prochain mandat, ou à la prochaine élection, parce que les législatives vont venir, comment ils vont gérer ces intermédiaires qui sont très puissants, qui sont des porteurs de voix, et la nécessité d'éliminer ces intermédiaires. C'est là où je pense que leur orientation sur la décentralisation, sur s'assurer que c'est la proximité, c'est la capacité des populations à s'autogérer. Parce que je pense que c'est un point important. Quand on parle des coopératives, c'est comment aujourd'hui organiser davantage les producteurs pour qu'ils n'aillent pas en ordre dispersé. On sait que quand un producteur qui cultive son oignon, qui va au marché, et qu'il y a un intermédiaire qui connaît les rouages, si vous ne passez pas par l'intermédiaire, vous ne vendez pas. Et donc, aujourd'hui, si vous avez une coopérative forte, ça veut dire que vous avez des capacités de négociation. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Et c'est pourquoi je salue le fait d'avoir un secrétaire d'État à la coopérative. Sauf aux coopératives. Sauf que ce qui me semblait quand même un peu dans notre temps, c'est de parler de l'encadrement paysan. Je pense que ça, c'est quelque chose qui existait dans les années 60. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'encadrement, on doit parler de conseil. Parce que quand vous venez voir des producteurs, et c'est des gens parfois qui ont l'expérience et l'expertise. Vous devez partir de leur expérience. Et je sais que celui qui est destiné à cela, je sais que c'est quelqu'un qui connaît très bien les organisations de producteurs. Et c'est clair qu'il y a effectivement une nuance à apporter par rapport à l'esprit encadrement. On ne vient pas pour les encadrer. On doit aller dans le sens de les conseiller, de comprendre leurs préoccupations, de demander quelles sont les pratiques. Il y a des innovations qui existent, qui ne sont pas connues par l'État. Et comment faire pour, à partir des pratiques, bâtir une nouvelle façon de faire. Et enfin, ce que je pense important, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout attendre du gouvernement. Il faut que le citoyen change. Et vous aimez bien parler du PSE avec l'éducation. Je pense que tant qu'on ne change pas la manière de percevoir les politiques publiques, si on attend que le gouvernement fasse tout, il y a des acteurs qui sont dans le système depuis le temps socialiste. Et c'est des acteurs qui vont aujourd'hui chercher à se repositionner et qui sont dans toutes les sphères. Et donc, comment on fait aujourd'hui pour changer radicalement par rapport à ces pratiques, pour qu'on donne la parole à ceux qui sont les acteurs principaux et qu'on les accompagne dans ce qu'ils ont envie de faire, mais par rapport à certaines orientations. L'État ne peut pas obliger, l'État n'a pas de champ. L'État ne doit pas aller acheter, par exemple, des tracteurs. On doit être capable de créer les conditions, l'État régule. Si maintenant on vous donne l'argent, vous n'amenez pas la qualité, l'État vous sanctionne. Et je pense que c'est là où on attend le rôle de l'État régalien pour qu'on ne passe pas d'un État régulateur à un État producteur ou à un État acteur direct et ça gêne le secteur privé justement. Voilà. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit Dr
Cheikh Omar Ba, socio-anthropologue, directeur exécutif de IPAR, président des réseaux Think Tank du Sénégal, et Seydou Bokoum, qui est vice-président et directeur scientifique du laboratoire de recherche monétaire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et la question aujourd'hui de l'endettement du Sénégal. Comment ce gouvernement doit faire pour gérer cette question où, semble-t-il, le pouvoir qui est parti s'est trop endetté? Voilà, vous savez, c'est un problème mondial, l'endettement. C'est ce qu'appelle Ray Dalio, un des plus grands économistes en ce moment. Il parle les trois facteurs qui poussent le monde. Trop d'endettement, les problèmes socio-culturels à l'intérieur des pays où il y a un gap entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres, qui créent le popularisme, et ce qu'on appelle de world changing power, qui veut dire que l'ordre mondial est en train de changer. Et comme vous le voyez, presque dans tous les pays africains, l'ordre a été changé. Et en ce moment, en 2024, il y a presque 1 milliard de personnes qui vont voter. C'est jamais vu dans le monde. Ce qui veut dire que le monde va changer. L'endettement, mais la dette, c'est bien. L'Amérique est le pays le plus endetté au monde. C'est le pays le plus riche. Mais l'Amérique a la souveraineté de sa monnaie. Ils ont la planche à billets. Voilà, ils ont la planche à billets. Voilà, aujourd'hui, le trésor américain peut faire de l'argent. Voilà, merci. Et ça, c'est le problème. Et toi, si tu es ligoté par le franc CFA, il y a un problème. Mais le problème, c'est quoi? Mais il faut qu'on ait notre monnaie. Il n'y a pas d'alternative. Bassirou Diomaye Faye a besoin de 10 000 milliards. Moi, je finance les 10 000 milliards par le MMT, Modern Monetary Theory. C'est-à-dire? C'est l'argent de tout le monde appartient à tout le monde. Les Américains ont financé leur économie par le MMT. Ils ont leur banque centrale. Ouais, les Européens ont financé leur économie par le MMT. Ils ont leur banque centrale. Les Marocains ont financé leur économie par le MMT. Ils ont leur banque centrale. L'Afrique du Sud a financé leurs économies pour Ils ont leur banque centrale. Alors, mais pourquoi nous, Sénégal, qui avons un pays où, stablement politiquement, stabilité économique, on ne peut pas financer notre économie? Tu n'as pas de banque centrale? Mais pourquoi on n'a pas de banque centrale? Je te pose la question. Alors que c'est quelque chose de politique. C'est purement politique. Et je défie tous les monétaristes et les économistes de ce pays pour qu'ils me nomment. C'est purement politique. Maintenant, est-ce qu'on veut sauver ce pays ou pas? Parce que moi, ce que je crois, on a les 10 000 milliards qu'il faut pour relancer cette économie. On n'a pas besoin de la Banque mondiale ni du FMI pour relancer ce pays. Et pour la relance, Cheikh Omar, quel doit être le rôle du secteur privé? On a parlé beaucoup du secteur privé au Sénégal qui doit être la tête de pont du développement du pays. Mais est-ce que d'abord, si on regarde bien, de façon vraiment lucide, est-ce qu'on a un secteur privé d'abord dans ce pays? Oui, en fait, digne de ce nom. Oui, je pense qu'on a un secteur privé. Il y a même le secteur privé sénégalais qui existe aussi. Mais je pense que la question du secteur privé mérite vraiment une attention particulière. Parce que si on veut s'appuyer sur eux pour qu'ils puissent faire comme ce que font les Marocains, quand, par exemple, dans le monde, en tout cas en Afrique, on doit être capable aujourd'hui davantage de les appuyer pour qu'ils se structurent davantage. Mais tous ces pays dont on parle avec secteur privé fort, c'est des pays qui ont quand même leur propre monnaie. Ouais. Le Maroc a sa propre monnaie. Ouais. La France a sa propre monnaie, a sa banque centrale. Leur banque centrale. Le Sénégal n'a pas sa propre monnaie, n'a pas une banque centrale. Sans être expert, peut-être que lui, il pourra en parler davantage, mais moi, ce que je vois, c'est que le Sénégal n'a pas d'avenir en dehors de l'intégration. C'est-à-dire, ça, je pense que c'est un élément extrêmement important. C'est de réfléchir, et c'est heureux d'ailleurs qu'il y ait une nuance aujourd'hui en disant on passe d'abord à l'éco au niveau de la CEDEAO, si ça ne marche pas, on voit avec l'IOMOA. Ensuite, si on ne voit pas maintenant, on voit quelles sont les stratégies pour nous-mêmes porter Parce que les pays qui ont leur monnaie, la Gambie, la Mauritanie, la Guinée, est-ce qu'ils s'en sortent mieux que le Sénégal? Je pense qu'il faut aussi qu'on relativise et qu'on laisse ce débat à des experts qui en ont les compétences. Par contre, nous, ce qu'on peut, c'est les principes. Et pour moi, un des principes importants, c'est que si vous voulez que le secteur privé, qui est un peu quand même qui est hésitant, comment faire pour le rassurer? Pour moi, pour rassurer le secteur privé, il faut que parfois l'État accepte de faire ce qu'on appelle le partenariat public-privé. On a commencé à le faire aujourd'hui à Podor avec le ministère de l'économie et des finances, l'USAID, etc., pour montrer que c'est possible que les communes engagent, par exemple, la construction des chambres froides.
qui peuvent coûter 2 milliards et ensuite voir comment faire le montage financier. Et on est en train de voir avec le ministère des Finances comment arriver à ces montages. Je crois qu'il faut, et j'ai aimé la dimension décentralisation, parce que tant qu'on ne donne pas la possibilité aux acteurs territoriaux, sur la base de leurs compétences, sur la base de leurs moyens, et que l'État vienne appuyer, et en ce moment, l'État rassure le secteur privé. Quand l'État est dans le montage, ça veut dire que le secteur privé qui hésitait, qui disait, bon, moi, si je vais à Kédougou, peut-être que c'est très risqué avec la route, etc. Bon, il va dire, comme l'État est là, l'État peut garantir. Et je crois que c'est de ça dont on a besoin. On a besoin de faire ce type de modèle. Une fois que l'État montre que c'est possible que ça marche, l'État se retire. Laisse maintenant le secteur privé prendre davantage de risques. Et je pense que cela nécessite une réorganisation. On sait qu'aujourd'hui, le secteur privé va te dire, si je veux investir, il faut maîtriser l'électricité, l'énergie. Si je veux investir, il faut que j'accède au foncier. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Et il y a du travail qui a été fait. Moi, j'ai été membre de la commission de réforme foncière. Je sais qu'il y a un travail sur le politique d'orientation, en tout cas politique foncière. Il y a des éléments qui existent, des axes et des orientations. Je pense que le nouveau gouvernement doit pouvoir s'appuyer sur ces résultats pour voir maintenant concrètement avec les acteurs territoriaux, le monde rural, les investisseurs, comment sécuriser les producteurs, comment sécuriser les communautés, mais comment aussi sécuriser l'investissement privé. Je pense que si on arrive à ces modèles, et ça existe, il y a des moments où on a vu, par exemple, à Mont-Roland, où par exemple... Qu'appelles-tu investissement privé? Pardon? Qu'appelles-tu investissement privé? De quel privé tu parles? Le privé dont je parle... Tu parles de local ou de privé? Local, il parle de privé Pour local. moi, d'abord, la première étape, c'est comment habiliter nos privés locaux, nationaux. On parle de la même chose. C'est le patriotisme économique. Ensuite, le patriotisme économique seul ne suffit pas. Je pense que le Sénégal ne peut pas vivre en autarcie. On doit être capable de montrer notre bonne volonté. Et aujourd'hui, on a une fenêtre d'opportunité avec le gaz et le pétrole. Je pense qu'on ne doit plus réfléchir de la même façon. Quand vous avez le gaz, comment vous allez déterminer que l'État peut avoir des leviers ou c'est lui qui décide de ce qu'il faut faire? Et une fois qu'il décide, on va faire un peu comme le Rwanda. Quand un partenaire vient, il veut investir, on va dire c'est là où nous voulons que vous investissiez. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, aller où vous voulez, mais vous devez... Et parfois, ils respectent ça, les partenaires. Nous, on travaille avec eux. On voit que parfois, ils viennent dans le gouvernement demander qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Mais souvent, il y a un problème aussi de ressources humaines, etc. Certains sont happés par d'autres institutions. Je crois que c'est une réflexion. Et c'est pourquoi, moi, je pense qu'il faut aller vers ce qu'on appelle les assises de l'agriculture, au sens large. Et je salue d'ailleurs le fait d'avoir combiné l'agriculture et l'élevage. Parce que pour moi, c'était un non-sens de les isoler parce qu'ils sont complémentaires. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Il faut être optimiste. Il faut donner la possibilité. Et je crois que tout ce qu'ils diront, vous vous rappelez, moi je ne compare pas. Moi je sauterai 2012 quand je fais une analyse. Je dirais 2000 avec le président Wade. Ensuite je parlerai d'actuel pour dire que les jeunes ont porté cette transformation. Par contre en 2012, c'était autre chose qui a fait qu'il y a eu l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall. Pour moi, ce n'est pas les jeunes seulement. Ce n'était pas exclusivement les jeunes. C'est pourquoi aujourd'hui je pense qu'on a la force, l'ambition, la volonté de transformer. Tu as vu ce qu'ils font dans le 7-7 Tu as vu aujourd'hui une volonté vraiment de... Mais donnons-nous la chance, faisons-nous confiance, revenons sur notre propre identité et bâtissons à partir de l'identité culturelle, parce que la culture ne peut pas être absente du développement. Mais et je pense dit la même chose, monsieur. On dit la même chose. Ce travail commence beaucoup par justement le changement de mentalité, de comportement, de façon de faire. Et ça, c'est l'élite qui doit donner le là. Mais on dit la même chose. Je te dis que si vous regardez ma réflexion, je te dis qu'il faut avoir une vision, la mission et les valeurs. Mais les valeurs, c'est l'identité culturelle qui est le fondement des valeurs. Et si un homme, Ousmane Sonko, l'exerce, c'est le leader. Les gens vont suivre. Dans le monde, il n'y a que deux choses. Les leaders et les followers. Donc, si incarne ce leadership, les gens vont suivre. Mais le problème du Sénégal, c'est le modèle. C'est le modèle qu'il faut qu'on change. Et c'est ça le système. Le système, ce ne sont pas les hommes. Ce sont les modèles qu'on a. Mais ils alimentent le système. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est ça la vision. La vision, c'est dans le système. Le Singapour a été changé par un seul homme. Singapour a été changé par un seul homme. Le Rwanda a été changé par un seul homme. Oui, il faut l'adhésion. Ouais, mais tu sais une chose. Il y a l'adhésion. L'adhésion, c'est parce que tu sais, les gens vont adhérer à ta vision s'ils trouvent le compte dans ta vision. Oui. Le problème, c'est la vision, encore. Le Sénégal peut être changé en moins de 5 ans. C'est quelque chose de possible.
Mais il a parlé aussi du privé, le secteur privé étranger. Ouais. Dans des pays comme en Chine, des pays asiatiques, il y a une nécessité de transférer les technologies. Évidemment, il y a une nécessité aussi de permettre au secteur privé local de participer aux entreprises qui sont mises en place. Ouais. Est-ce que ces outils sont mis en place au Sénégal? Mais regardez le premier problème qu'a le privé local sénégalais. Accès au crédit. Ils n'ont pas accès au crédit. Tous les, comment dirais-je, le privé sénégalais ont des problèmes de cash flow. Oui, mais souvent aussi, ils attendent aussi de l'argent public aussi. Hein? Non, mais c'est, voilà. Les fonds publics. Attends. Les Américains, qu'est-ce qu'ils font pour les fonds publics? C'est la Federal Reserve qui finance les banques, et c'est les banques qui vont financer le privé. Pourquoi nous, on n'a pas ce levier-là? Pourquoi la Banque de France finance BNP et Société Générale pour qu'ils financent les privés français? Parce que la France a sa monnaie. Ouais, mais pourquoi nous, je veux dire, Alassane, Oui, c'est important. il y a une chose qui est simple. Vous savez, il y a une définition de la monnaie que viennent de donner les Américains, qui vient de sortir de ce mois. Ils définissent quoi? Levier de stabilité sociale. Il dit que c'est pour qu'il y ait stabilité sociale, il faut qu'il y ait la monnaie. Mais Alassane, regarde dans ta maison. S'il y a l'argent, tout est nickel. S'il n'y a pas d'argent, il y a des problèmes. Si on regarde bien, c'est le capital étranger qui vient financer. Mais au Sénégal. Maintenant, le problème c'est quoi? D'où viennent ces financements? De l'étranger. Et ce sont quoi des fonds? Vous savez, les financements viennent quoi? Des fonds souverains. Vous savez c'est quoi les fonds souverains? Bien sûr. Ce sont les pays qui ont plus d'argent. Norvège, Arabie Saoudite. C'est normal. Après ça vient quoi? Des mutual funds. Ou ce qu'on appelle les fonds comment dire, de retraite. Après c'est quoi? Il y a les fonds qu'on appelle les hedge funds, qui sont les fonds spéculatifs. Ces financements ne viennent que de ces trois fonds-là. Mais où est le privé local qui peut investir dans ce pays-là? Justement, cette question bien précise, comment faire justement pour régler la question de l'emploi des jeunes? Parce que le gouvernement a dit que les jeunes doivent porter le pouvoir, doivent porter une attention particulière aux jeunes à leur emploi. Quelle est la voie pour y aller? Alors, vous savez, on revient sur les fonctions de l'agriculture qui sont de nourrir les populations, de créer des devises, de créer des emplois, de gérer durablement les ressources naturelles et de faire que l'agriculture soit les matières premières pour l'industrie. Mais si on ne peut pas répondre à tous ces objectifs en même temps, à toutes ces fonctions en même temps. On doit choisir ses priorités. Aujourd'hui, si la priorité, c'est de dire je veux créer des emplois, vous ne pouvez pas en même temps mettre trop d'accent sur la recherche des devises. C'est pourquoi il faut des choix. C'est pourquoi un peu quand même dans le programme que j'ai lu, peut-être que ça va être rectifié, mais je vois que c'est relativement restrictif par rapport à la perception de dire on va appuyer le secteur primaire et en même temps on va créer justement en tout cas lever des devises pour l'État. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Savez-vous quel est le déficit du secteur primaire au Sénégal? Pardon? Le déficit du secteur primaire au Sénégal, savez-vous ça représente combien vous savez le problème moi que j'ai avec ces débats sur la monnaie, sur l'argent. Le problème que j'ai avec ces débats, c'est que pour moi, c'est pas un problème d'argent. Parce que si vous vous rappelez bien, au temps du président Wade, il y a eu des milliards qui ont circulé dans ce pays. Absolument. Mais si vous prenez un secteur privé qui n'a de privé que parce que vous lui avez donné vraiment de manière non transparente tous les marchés publics, il devient multimilliardaire. La manière dont il va investir n'est pas forcément la meilleure manière pour renforcer l'économie. Ça, c'est vrai. Je pense que ce n'est pas un problème d'argent. C'est pourquoi il me semble important qu'on s'assure que les systèmes que nous voulons changer doivent être conformes à une orientation qui est définie et qui est portée par l'ensemble des acteurs. Je donnais l'exemple de subventions. Quand on a fait cette étude, on voyait que parfois, dans la traçabilité des subventions, une façon de détourner l'argent, ça peut arriver même au village. Quand ça arrive au village, il y a des gens qui peuvent aussi, c'est-à-dire à chaque échelle ou à chaque échelon, il y a des capteurs. Chacun prend sa part. Et finalement, ce qui arrive devient très faible. C'est pourquoi moi, je pense que ce n'est pas seulement le gouvernement. Le gouvernement, pour moi, doit mettre les mécanismes, il doit surveiller, il doit sanctionner positivement ou négativement. Et créer les conditions pour et ne pas décréter. Moi, je pense qu'on a vu au Nigeria comment, par exemple, le président, à l'époque, Obasanjo, a réussi à identifier une dizaine de privés et à en faire des multimilliardaires, mais avec des conditions très précises. Parce que vous devez faire ça, vous devez créer des emplois. Si on veut créer des emplois, de mon point de vue, il faut régler d'abord cette question de vision. Est-ce qu'on produit
pour nourrir les Sénégalais? Est-ce qu'on produit dans l'agriculture familiale en la modernisant ou en ayant effectivement quelques entrepreneurs qui complètent le dispositif qui peuvent être pour l'exportation, pour avoir quelques devises qui vont être injectées dans l'économie, etc. Je pense que ce modèle, c'est pourquoi nous parlions d'assises, mais sans que ça soit simplement comme le dialogue qu'on a vu. Parce que souvent, on fait un dialogue au dernier moment, non préparé, il n'y a pas de terme de référence, on ne sait pas quel est le résultat qu'on va atteindre, à moins qu'il ne soit pas, en tout cas, dans l'orientation qu'on définit. Je pense que si on veut changer, il y a une volonté de rupture, il y a une demande sociale pour une rupture, mais une rupture qui parte des préoccupations des acteurs à la base, pour transformer le Sénégal. Et je crois que les moyens sont là, les leviers sont là, et on a une nouvelle chance d'avoir une nouvelle équipe qui arrive avec beaucoup d'espoir et d'espérance. Ça, je suis d'accord avec Créer lui. des emplois surtout. Le problème, c'est quoi? Là, je suis d'accord avec lui. Vous savez, le Sénégal exporte pour plus de 500 milliards. Mais ça, les gens le savent. Non, en riz. Ça, ils le savent. En riz. Et plus de 200 milliards pour le blé. Mais ça, on le dit tout le temps. Si on règle ces deux problèmes-là, Justement, comment régler ces deux problèmes? Les importations alimentaires, c'est autour de 700 milliards. Il y a 700 milliards. 700 milliards. Il y a 500 milliards pour le riz. Non, c'est moins que ça. Bon, mais c'est pas... Selon le rapport du ANS. Déjà, même si le chiffre, on n'est pas d'accord. Il y a un problème dans ce pays. Non, moi, je parle sur statistique. Non, je parle sur le rapport du ANS. D'accord. Je suis professeur à l'ANS. Donc, je voulais voir comment changer Tout à fait. cet état de fait. Le problème, c'est quoi? Le gouvernement doit investir dans l'agriculture. Investir dans l'agriculture. Moi, si j'étais le président... Comment? Ces 2 premières années, je vais dire que je vais donner la possibilité à ceux qui sont ce qu'on appelle des capitaines d'industrie, les trouver des financements pour qu'ils investissent dans le riz et le blé. Et je leur donne un gap de 2 ans. Au bout de 2 ans, je n'accepte plus l'importation ni de blé ni de riz dans ce pays. Je pense que ce n'est pas possible. Réellement, Réellement, par exemple, le blé, on ne peut jamais être autosuffisant en blé. Je crois qu'il faut aussi qu'on agisse sur 2 leviers, à mon avis. Il y a le levier où on dit, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire. Pour moi, on a tous fait le riz. On a essayé de faire du riz, on n'a pas réussi. Et le riz, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Je pense qu'il faut agir sur les consommateurs aussi. Et je pense que c'est tout ça, c'est cet écosystème qu'il faut créer, où l'État dit, je suis prêt à appuyer ceux qui font du riz, mais on diversifie aussi ceux qui font les céréales. Beaucoup de Sénégalais souhaiteraient aujourd'hui manger du fondé, manger du tchéré, etc. Mais on a du mal. Moi, pour manger du tchéré, je quitte Mermoz pour aller jusqu'à Médina pour acheter du tchéré. Et regarde le transport. Peut-être quelqu'un qui voudrait le faire ailleurs pour ne pas avoir ces types de moyens pour le faire. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur comment travailler dans la transformation de nos produits, diversifier, donner la chance pour qu'au moins avec cette nouvelle orientation, on ne soit pas aussi sous le dictat et de l'arachide et du riz, mais on continue de le faire d'une meilleure manière. Et je pense que l'idée des coopératives peut aider à résoudre cela. Je voulais demander parce que l'arachide est important. Quels sont les pour le Sénégal, préalables à le tout riz est ça? important. Parce qu'on a vu qu'on a un pays qui a du soleil, qui a de l'eau, qui a de la terre, mais qui n'arrive pas à nourrir sa population. Et la question foncière, elle est essentielle, la question foncière. Au Fouta, quand vous touchez à une terre, ce sont des familles qui sortent, qui vous disent oui, c'est les terres de nos ancêtres. Et ça crée des crises. D'ailleurs, l'ex-président Macky Sall a dit que la question foncière était une bombe. Il n'a pas réglé. Absolument. Comment gérer cette question foncière? Et vous avez parfaitement raison, je pense que c'est une question centrale, mais la manière dont on l'aborde pose problème. Parce qu'on ne peut pas aborder la question foncière seulement sous l'angle, moi je suis investisseur, je veux prendre votre terre et ça devient ma propriété. Comment faire pour avoir des modèles dans lesquels l'investisseur va mettre des ressources, le propriétaire terrien va mettre à disposition des terres, qu'on ait des systèmes de société avec des quotas où vous savez que si la terre est rentabilisée, vous-même en tant que propriétaire terrien, vous allez gagner quelque chose. Parce que sinon, si on ouvre le marché foncier, et ça, la société civile à travers le CRAFS, le CNCR, ENDA, et le IPAR et tous les autres acteurs, c'est quoi, on est contre le fait qu'il y ait un marché foncier vraiment ouvert. Parce que c'est un risque pour que le paysan, et vous vous rappelez à l'époque du président Senghor, il avait voulu vraiment sécuriser le paysan par rapport à lui-même. Parce qu'un pauvre, quand tu dois prendre ton matériel agricole que tu vas donner à un boutiquier, si tu ne payes pas, il le récupère. Si tu donnes ta terre, tu risques de perdre la terre pour les générations à venir. Donc comment arriver à sécuriser cela? Et je suis d'accord, mais il faut qu'on parte. Il y a combien de populations vont vous dire, nous avons des terres, mais on a du mal à investir. Absolument. Si un investisseur vient, il ne faut pas qu'il soit seulement dans la production. Un investisseur peut dire, moi je viens mettre une usine. Et j'ai beaucoup aimé ce que le ministre a dit dans son expérience. Il disait que, par exemple, on importe, par exemple, 200 000 tonnes de riz. Il est possible aujourd'hui, avec tel type d'orientation, de régler ce problème. Mais ce qu'il disait en même temps,
c'est qu'on doit être en contact farming. Et ça, nous, on a une expérience, un modèle là-dessus. Comment aujourd'hui arriver à ce que l'investisseur travaille avec les propriétaires terriens, qu'il y ait vraiment une complémentarité. Osmose, je vous renforce, je vous finance, parce que le problème, c'est souvent le financement. Et le financement, le CNCR a demandé d'ailleurs à l'État de baisser le taux jusqu'à 5%. Et je pense qu'il y a des études très sérieuses qui ont été faites, et je pense que toutes ces questions, ces réflexions doivent être engagées pour qu'enfin, ce n'est pas un problème de mettre de l'argent. Et je crois que c'est une erreur que de dire on augmente. Après, le président Macky Sall a mis beaucoup plus d'argent dans les subventions. C'est de bien mettre la qualité, l'évaluation, la traçabilité et l'impact que ça a sur les conditions de vie des populations. Et l'évaluation pour mesurer l'impact que ça a sur les populations. Ce qu'on ne fait souvent pas dans ce pays, évaluer les politiques qu'on met en place. J'espère que là, on va pouvoir le faire. Mais justement, aujourd'hui, c'est la question de la jeunesse et de l'emploi. Est-ce que la digitalisation dont on parle est aussi l'une des voies? C'est la seule voie. C'est la seule voie. Ah oui, comment? On est dans une économie qu'on appelle l'économie de la connaissance. Tous les modèles économiques ont échoué. Ce qui marche, c'est l'économie de la connaissance, c'est l'économie digitale. Le modèle, il est devenu digital. Et vous savez, quand ce monsieur Ba parle du problème de l'agriculture, du problème, comment dirais-je, foncier, je me dis, mais où est le Sénégal? Ce problème a été réglé par le Ghana depuis presque bientôt maintenant 5 ans. Avec quoi? Le digital, qu'on appelle la blockchain technologie, qui fait que le paysan, à partir de son titre foncier, il n'a pas besoin d'attendre un financier extérieur. Il va à la banque, il a son financement. Ce problème a été réglé par le Ghana. Et ça, on l'a fait à partir du digital. Et 65% des Sénégalais sont des paysans, des propriétaires terrains. Donc le digital a déjà réglé tous ces problèmes-là. Et j'ai fait une révélation. J'ai fait les premiers mock-up du PASTEF sous la direction du président Bassirou Diomaye Faye. Vous savez quel était le sujet? Le digital comme levier de développement. Et j'ai fait un exposé de 4 heures de temps pour leur montrer c'est quoi le digital et quel est le modèle. C'est ce même modèle que j'ai défendu dans ma thèse de doctorat. Pour dire que si on implique... Et ce jour-là, le président Bassirou Diomaye Faye était d'accord sur ce modèle. C'est quoi le modèle? Voilà. Ce modèle sera basé sur quoi? 3 leviers. Laquelle? Une politique budgétaire basée sur le MMT, Modern Monetary Theory. Une politique monétaire basée sur la CBDC, la monnaie numérique de la Banque centrale. Et une politique structurelle basée sur quoi? Sur le IRP. Qui veut dire que quoi? Transparence dans tout. Même à partir de son cell phone, le président de la République peut savoir ce que font leurs ministres. La technologie a permis cela en ce moment. Des pays comme l'Indonésie l'ont réussi en ce moment. Et nous, on est un pays neuf, on peut tout faire. Et ce jour-là, je l'ai démontré devant le président. Il a été séduit, il m'a dit que, il a même dit, j'aimerais bien que le président Macky Sall vous écoute. C'était ses paroles. Le problème, ce n'est pas de vouloir faire. Est-ce qu'on le fait? Parce qu'au Sénégal, il y a tellement de séminaires dans ce pays, il y a tellement de rencontres, tellement de littérature. Mais à la fin de la journée, on se dit, mais c'est quoi le problème? Pourquoi ça n'avance pas? Est-ce que c'est une question de volonté politique ou bien une question de refus, même peut-être de faire les choses? Oui, ça me rappelle ce que Jacques Faye disait, un des créateurs de IPAR. Il disait que, dis-moi, là où tu mets ton argent, je dis quelle politique tu as. Je pense qu'aujourd'hui, si ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que la question de fond, c'est est-ce qu'on est d'accord sur les priorités? Est-ce que les priorités vont être d'investir dans certains secteurs plutôt que dans d'autres? Comment rationaliser les investissements? Pour moi, c'est pourquoi je parlais d'assises. C'est-à-dire dans le sens de ne pas répéter un dialogue pour dialoguer et théoriser, mais avec des expériences concrètes. Pour moi, ça commence par le respect de ce que la LOASP a dit, que chaque année, le président de la République doit s'asseoir avec l'ensemble des corporations dans le domaine agricole et rural. Et je pense que cela est très important parce que ça permet de préparer les dossiers en amont. Il y a aujourd'hui, vous voyez le CNCR qui a aussi bien sur le financement, sur le foncier, sur la souveraineté alimentaire, sur l'emploi des jeunes. Il y a énormément de dossiers, nous avons la chance de les appuyer sur cela et de les accompagner. Mais on se rend compte
qu'aujourd'hui, tous ces dossiers, il suffit juste de les prendre très au sérieux. Ils sont dans le tiroir. De dire ils sont dans les tiroirs parce que le politique ne se les approprie pas. Après, on va se réveiller pour faire d'autres programmes. Parce qu'il y a un partenaire qui veut faire telle chose et on le suit parce qu'on n'a pas fini d'intégrer cela dans le programme global. Est-ce que derrière la question de la corruption est réglée? Est-ce que ce n'est pas la corruption qui gangrène les dossiers qui fait qu'aujourd'hui, la question de la certains gouvernance fonctionnaires de l'État qui captent des sources, s'enrichissent? Est-ce que la question provocatrice que vous voulez faire, est-ce qu'au fond on veut le développement du Sénégal? Oui, certainement on le veut, mais la manière dont on le fait, on risque de ne pas y arriver. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on change notre mindset. Il faut qu'on soit d'accord que quelque chose ne marche pas. C'est vrai. Et si on sait que quelque chose ne marche pas, par exemple sur le foncier, aujourd'hui on est convaincu qu'il y a des acteurs qui ne voudraient jamais qu'il y ait une réforme foncière parce que le système actuel les intéresse et ils tirent leur profit. La question de l'emploi des jeunes. Vous ne pouvez pas comprendre que des jeunes quittent le Sénégal pour aller en Espagne pour être dans l'agriculture, alors qu'il est possible aujourd'hui de changer. Est-ce qu'on a évalué les DAC? Est-ce qu'on a évalué l'investissement dans l'agriculture qu'on a eu? Nous, on avait fait une évaluation de ANIDA, PRODAC, PAPEJ, et les études sont là, on a des éléments. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être capable de mettre tout ça sur la table, de voir là où peut-être que ça a été bien fait, qu'est-ce qu'on améliore. Et je pense qu'il y a des acquis. Il faut partir de ces acquis. Et à partir de là, maintenant, bâtir la perspective. Mais c'est pour la question de la transparence, de la corruption, la de la bonne gouvernance. Même dans les coopératives. Dans les coopératives, question partout. de gouvernance, Du sommet jusqu'à la base, où on a l'impression que dans ce pays-là, que les gens s'accommodent de cela. Voilà, c'est ce que je parlais. C'est pour ça que je te dis que dans la politique structurelle qu'on propose au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop, qu'il y a qu'on appelle ERP, Enterprise Resource Planning. C'est un genre de software ou logiciel où personne ne peut rien faire. Un ministre ne pourra pas changer quelque chose. Où l'argent sera, comment dire, programmable. Quand l'argent est programmé, personne ne peut le détourner. Ça, la technologie le permet en ce moment dans le monde. Le problème, c'est quoi? Est-ce que les gens ont la volonté politique de changer ce pays? C'est la grande question. C'est la grande question. Quel genre? Politique ou population? Non, les leaders. Si on change le système, les populations, ils sont forcés de s'accorder au système. Vous savez, les populations, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu sais qu'est-ce qu'ils connaissent? Non, c'est le contraire. Tu sais, je te dis une chose. Moi, c'est le Coran. Elles veulent bien s'en sortir. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu a dit que la majeure partie des gens ne connaissent pas. C'est Dieu qui l'a dit. C'est pas moi. Ça vient pas de moi. C'est le Coran. C'est Dieu qui l'a dit. Il dit que la majorité ne connaissent pas. Et ce qu'il veut, il faut avoir un leader, l'élite, qui connaît et qui pousse les gens à aller vers. Je crois que pour moi, ça c'est une perception, mais pour moi, c'est dangereux de tout reposer sur les élites. Absolument. Parce que parfois, les élites sont aussi dans des théories qui ne prennent pas en compte les pratiques. Parfois, pour preuve, qu'est-ce qui s'est passé dans l'élection? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'élection? Les élites étaient dans d'autres dimensions, en disant que le pays va d'une attaque, etc. Les jeunes, ils ont attendu, les populations ont attendu. Au moment venu, ils ont décidé. Mais on ne peut pas continuer à regarder d'en haut les populations. Je pense que les populations sont aujourd'hui conscientes de ce qu'ils doivent faire. Pour moi, effectivement, le leadership est nécessaire pour donner l'orientation et s'assurer qu'on reste... En associant les populations dans les décisions. Totalement, on ne peut rien faire sans les populations. Pour moi, il faut avoir comme base les populations. Et c'est pourquoi moi, j'apprécie l'idée de coopérative. Parce que pour moi, si on veut avoir un levier important dans l'agriculture et l'élevage, il faut revoir ces coopératives. Il faut revoir les questions de gouvernance, comme vous le dites. Et ces questions méritent aujourd'hui qu'on sache où est-ce qu'on met les ressources, que chacun soit redevable, y compris les collectivités territoriales qui sont dans les communautés, qu'elles viennent rendre compte. Et je crois que si cette idée de rendre compte est généralisée, je pense que ça rassure d'abord les populations, ça leur permet d'avoir leur point de vue. Comment vous pouvez comprendre qu'un seul élu puisse décider, par exemple, de l'attribution de 20 000 hectares ou un conseil de 10 personnes pour une population? Je pense que c'est des pratiques qu'il faut aujourd'hui qu'on revoie et qu'on intègre. Et je suis d'accord, il y a un cadastre qui existe avec le Procasef. Il y a des initiatives qui existent. Je pense que pour un peu digitaliser aussi, pour comprendre à qui appartient quel foncier, il y a un travail qui est en train de faire. C'est très lent. Malheureusement, c'est toujours dépendant des bailleurs de fonds. À mon avis, il faut qu'on reprenne, vraiment qu'on remette les choses à l'endroit. Dépend des bailleurs de fonds. Est-ce que les bailleurs de fonds développent un pays? Jamais. Mais pourquoi on continue donc mais à s'approcher aux bailleurs de fonds? Tu sais, le problème, c'est quoi? Ils vont venir pour... Qu'est-ce que est le problème, les bailleurs de fonds? Ils viennent pour faire de l'argent. Parce que Joseph Stiglitz, qui était ils viennent pour faire... dans son livre La Grande Désillusion, a montré que le FMI n'a jamais développé. Mais ils vont jamais le faire parce qu'ils viennent pour faire de l'argent.
Quelqu'un qui vient faire pour de l'argent, il ne va jamais pour développer. Le développement se fera par quoi? Il faut qu'on ait au moins au Sénégal plus de 100 capitaines d'industrie, plus de 100 milliardaires sénégalais. On n'a pas encore un milliardaire en dollars au Sénégal. Si on a des milliardaires en dollars, c'est ce qui va développer ce pays. Il faut qu'on donne, que le gouvernement favorise des Sénégalais, des capitaines d'industrie, des Sénégalais qui vont aller. Et moi, mais il faut fixer des conditions, parce que sinon ils peuvent être mais attends, de le faire dans le problème Golfe, c'est, attends, j'ai dit une chose. ailleurs, Il faut que les gens comprennent une chose. Rapidement. Le déficit du gouvernement, c'est le plus-value des populations. Le gouvernement doit être toujours déficitaire pour que les populations puissent bénéficier de ça. Voilà, le temps qui nous est imparti est terminé. Merci infiniment à Dr Cheikh Omar Ba, qui est socio-anthropologue, directeur exécutif de l'IPAR, président du réseau des think tanks du Sénégal, Seydou Bokoum, vice-président et directeur scientifique du laboratoire de recherche monétaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la technique Amadissi, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Merci. rajo fële toll di ñuy toppandi 11h di fukki waxtu ak benn mooy dara jot ab jukkib xibaar loole des di ci waxtaani lu jëm ci nguur gu yees gi ak ay kuréelu jàngalekat ñoom xaati gum ñu ngi daal di xaaju di xaar ci seen jëwriñ doon Moustapha Mbaba Guirassy mu daal di wàccook